Qu'on termine avec nos amis du Rojalnu. C'est Rojalnu, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous préparez les 4e assises, je pense, de votre réseau, qui doit se tenir dans le courant du mois de janvier. C'est quoi exactement le Rojalnu, si vous pouvez nous résumer? Voilà, merci beaucoup, M. Ndiaye. Et permettez-moi d'abord, à l'entame de mon propos, de vous saluer et de vous remercier de cette invitation et saluer aussi l'ensemble des personnes qui sont autour de ce plateau, particulièrement mon frère, M. Kemi Seba. On s'est rencontrés par ailleurs, mais dans le cadre d'un débat sur le panafricanisme. Et vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est de Mamadou parce qu'il sait que j'ai des choses à dire. Loin de là. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Voilà, je suis aussi heureux de partager cette salle avec les élèves du lycée de Kermassar. Moi, je suis de Pikine et je suis fier donc de partager avec eux donc cette salle-là. Et par rapport Et le Rojalnu, comme vous l'avez dit dans la présentation, c'est le réseau donc, des organisations de jeunesse leaders des Nations Unies. Et c'est en 2004 que ce réseau a été donc, installé au Sénégal. C'est quoi exactement le réseau des jeunes leaders des Nations Unies? En fait, c'est des organisations. Par exemple, au Sénégal, moi j'appartiens à une organisation qui s'appelle le réseau des jeunes en population et développement. Là, c'est au Sénégal, nous avons un récépissé délivré par le ministère donc, de l'Intérieur. Et que donc, ce sont ces organisations-là qui travaillent avec le système des Nations Unies, donc qui ont créé ce réseau-là, pour pouvoir quand même suivre, comme nous l'avons dit dans l'intitulé, les objectifs du millénaire pour le développement. Parce que la jeunesse a une part dans ces OMD-là, et il serait important, comme nous n'avons pas une organisation dans le système des Nations Unies, une organisation purement jeunesse qui pourrait prendre en charge ces questions-là, comme nous le constatons avec l'ONU Femmes. Donc on s'est dit qu'il serait donc pertinent de créer cette structure-là qui s'appelle donc le réseau des jeunes leaders des Nations Unies. Donc vous faites un peu un pré-colloque pour préparer les véritables assises. Voilà, donc c'est un sommet panafricain des jeunes leaders qui va regrouper les jeunes donc, des 54 pays d'Afrique. Il y aura un jeune homme et une jeune femme dans chacun des pays africains. Mais aussi nous y avons convié les jeunes de la diaspora, notamment les jeunes des Amériques du Sud et des États-Unis même. Donc, et que donc à ce niveau, nous au Sénégal, nous avons décidé d'organiser une consultation nationale. C'est le lundi 6 et le mardi 7. Donc, pour un peu recueillir les avis donc, des jeunes sénégalais concernant donc, les OMD. Là, nous sommes sur 2 phases. Sur la réalisation des objectifs, parce que c'est en septembre 2015 que ces objectifs-là seront évalués. Il y a aussi un cadre conceptuel donc, pour le post-2015. Il y a d'autres objectifs qui seront élaborés. Et puisque c'est une politique internationale, il ne faut pas quand même que la jeunesse soit laissée en rade. Il faut que cette jeunesse-là se lève pour donc, anticiper sur les débats et pouvoir donc proposer quelque chose. Je vais laisser mes camarades un peu rentrer dans le fond. Rapidement, chacun peut-être une question vite fait pour qu'on puisse terminer cette première partie. Allez, chacun une question, ça va être très compliqué. Je pense que notre frère serait un peu déçu que chacun pose une question. Mais moi, je voudrais juste entamer une réflexion avec mon frère. C'est par rapport au chômage des jeunes. Et on parle de ces objectifs du millénaire pour le développement. Nous savons que pour les Nations Unies, il y a, et pour certaines personnes ou certaines structures principalement, il s'agit plus de travailler sur la santé de la reproduction qui concerne les jeunes et surtout les jeunes africains, de parler également de cette démographie. Mais je ne sais pas en termes de... Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes membre d'un réseau qui s'occupe un peu de la population, c'est ça. Est-ce que quand on parle de ce réseau des organisations des jeunes leaders des Nations Unies, est-ce qu'avant de
de vous mettre dans cette structure ou dans ce genre de rassemblement en faisant référence ou en vous adossant aux Nations Unies. Est-ce que c'est la bonne stratégie? C'est la question que je me pose. Parce que quand on parle des objectifs du millénaire pour le développement, on parle de la santé de la reproduction et principalement du HIV. Nous savons que beaucoup de jeunes Africains sont atteints du virus. Qu'il y a un programme qui est en train de tout faire pour qu'on puisse stabiliser ou revoir les chiffres et les indices à la baisse. Est-ce qu'on réfléchit déjà aux causes? Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi les jeunes Africains sont victimes ou sont atteints de HIV? Pourquoi on veut forcément nous dire, écoutez, que vous êtes nombreux, il faut qu'on puisse en revenir à ce qu'on disait la dernière fois avec notre invité, limiter les naissances. Est-ce que nous avons besoin de ça? Et dans ce réseau, est-ce que des réflexions de ce genre sont menées pour vous permettre de vous dire, est-ce qu'il est aujourd'hui judicieux de nous adosser aux Nations Unies ou bien il nous faut avoir une réflexion qui est notre propre réflexion, ne pas nous adosser forcément aux Nations Unies, mais nous dire, voilà en tant que jeunes, ce que nous voulons faire, voilà les objectifs, voilà les difficultés auxquelles nous faisons face, quelles sont les solutions? Voilà, donc je pense que tout à l'heure, à l'entame de mon propos, je l'ai précisé. Vous savez, nous avons une organisation sénégalaise, le réseau des jeunes en population et développement, donc qui mène des programmes dans le cadre de la santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mais je crois que par rapport aux OMD, je dois rappeler que le premier objectif, c'est par rapport à la réduction de la pauvreté. Tout à fait. On ne peut pas parler de réduction de la pauvreté sans pour autant parler de la question de l'emploi des jeunes. Et nous, au niveau du Rojalnu, nous avons deux aspects. Le premier aspect, c'est de poser le problème. Si vous avez lu les termes de référence, nous avons dit chômage des jeunes dans l'agenda post-2015. On pouvait dire l'emploi des jeunes pour un peu positiver, mais c'est un problème. C'est pourquoi nous avons parlé du chômage des jeunes. Et là, je crois que ce n'est pas nous adosser aux Nations Unies. C'est-à-dire nous ne pouvons pas ignorer ce qui se fait donc, au niveau du Concert des Nations. Il faut quand même, au niveau sénégalais, c'est la raison pour laquelle donc, nous avons organisé les consultations nationales. Donc on ne peut pas ignorer ce qui se fait là où les grandes décisions donc, sont prises au niveau des Nations Unies. Ça, il faut le dire. Mais là, c'est un autre débat. Mais revenant à votre question, je crois qu'aujourd'hui, nous avons donc, comment dire, des objectifs par rapport à ce sommet-là. C'est-à-dire que c'est un sommet panafricain qui regroupe exclusivement les jeunes de l'Afrique. Pourquoi? C'est-à-dire pour identifier les problèmes, notamment liés à l'emploi, que les jeunes sont confrontés aujourd'hui, pour pouvoir donc y apporter des solutions et essayer donc de le proposer, parce qu'au sortir de ce sommet, nous allons élaborer un document consensuel et essayer donc de le verser au débat lors donc, de la définition du cadre conceptuel. Tu permets une minute, je termine avec mon frère. Juste, oui, quelques secondes. Juste pour préciser, parce que quand on parle de ces... on n'exclut pas le fait qu'il nous faut voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Mais je pense que quand il y a quelqu'un qui parlait de la détérioration des termes de l'échange, est-ce qu'il nous faut partir de l'extérieur et nous dire voilà ce que nous devons nous imposer, ou partir de nos propres valeurs et des réflexions que nous devons mener à l'interne. En l'occurrence, les valeurs que nous avons, tantôt nous parlions de cette richesse au Sénégal que nous avons d'avoir des confréries et qui fait qu'aujourd'hui peut-être ce qui se passe ailleurs, on ne dit pas que ça ne peut pas se passer chez nous, mais à des moindres chances de nous arriver parce que nous avons des valeurs que nous intégrons dans ce que nous faisons dans la religion, qui peut nous préserver de beaucoup de choses. Mais en dehors de cela, quand on parle de ces valeurs de la population, on en revient à ce chômage, à la situation des jeunes dont on parle. Et est-ce qu'il ne faut pas nous poser la question, c'est une réflexion que je vous donne comme ça en me disant peut-être qu'elle sera exploitée dans vos rencontres, est-ce qu'il ne nous faut pas aujourd'hui revoir par rapport à nos valeurs pourquoi les jeunes Africains en sont à cette situation? Est-ce que c'est pas parce que nous voulons voir les facteurs exogènes qui sont ailleurs, nous voulons copier les autres au lieu de nous baser sur ce que nous avons
de plus cher que sont nos valeurs. Et on en revient au HIV. Nous savons qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de jeunes Africains et de Sénégalais qui sont atteints de HIV parce que nous voulons nous comporter comme les autres. Nous voulons faire comme les autres. Nous sommes en train de copier les autres. Est-ce qu'il ne faut pas partir de nos valeurs et repartir, changer un peu les termes de l'échange en nous disant partir de ce que nous sommes et aller vers l'autre. C'est de ça dont je parle. Malheureusement, nous ne sommes pas les autres, même si nous voulons être comme les autres. Et nous avons bien compris cela. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, on ne peut pas quand même dire que nous ignorons. Heureusement que nous ne sommes pas les autres. Non, heureusement. Oui. Heureusement, oui. Heureusement, nous ne sommes pas. Attention, frère. Non, frère. Exactement. Donc, je veux dire que heureusement que nous ne sommes pas les autres. Et nous avons bien compris cela. Tout à l'heure, je le disais. C'est-à-dire, Olof dafay faral di wax naan balaa ngay yóotu fi nga dëgg day dëgër. Nous avons bien compris cela. Et qu'aujourd'hui, par rapport aux consultations nationales en prélude au 4e sommet, c'est-à-dire nous avons compris qu'il faudra quand même analyser les politiques nationales qui ont été définies par rapport donc, à l'emploi de la jeunesse. Pourquoi ces politiques-là ont échoué? Donc il faut d'abord analyser cela parce qu'il y aura deux volets. Il y aura une proposition pour le Sénégal que l'on donnera au décideur politique du Sénégal, mais il y aura donc une partie qui sera une proposition des jeunes Africains donc lors du débat au niveau du système des Nations Unies. Cela ne veut pas dire que nous voulons nous adosser à l'ONU. Moi, je ne travaille pas à l'ONU. Il ne faut surtout pas qu'on s'adosse aux OND. Mais on ne peut pas quand même ignorer ce qui se fait. Non, il ne faut surtout pas qu'on s'adosse aux termes des Nations Unies et des OND. Et nous dire que nous devons fixer nos objectifs à nous. Exactement. Voilà. Mais il faut d'abord qu'on fixe nos objectifs. Et dans le concert des nations, comme le disait Senghor, donc rendez-vous du donner et du recevoir. Avant de donner, il faut quand même, avant de recevoir, il faut savoir donner. Et nous avons bien compris cela. Bonsoir. Ouais, je vais rebondir sur ce que Nina disait parce que moi, c'est dans ce sens qu'elle est un peu ma réflexion. Je voulais savoir, c'est quoi exactement les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement? En fait, les objectifs du millénaire pour le développement... Les points centraux, quoi. Exactement. C'est des objectifs qui ont été définis par le système des Nations Unies. C'est-à-dire que ça tourne essentiellement sur la pauvreté et la santé. Notamment la santé donc, des adolescents et des jeunes et la santé maternelle. Donc ça tourne essentiellement sur ces objectifs-là. Et c'est destiné à qui? Elle parlait tout à l'heure. C'est destiné aux pays pauvres? Non, à tout le monde. À tous les pays. Même du monde. Les Occidentaux? Même pour les Occidentaux. Aujourd'hui, les Occidentaux sont confrontés au problème d'emploi des jeunes. Donc c'est un problème qui concerne tout le monde. Je ne suis pas là pour essayer donc de non, faire, mais je veux dire, le problème... Cette dichotomie-là... Pour le développement, je pense que les pays développés n'en font pas partie. Par exemple, les discussions que vous tenez en ce moment, je pense que ça aurait été bien de les tenir avant de fixer les objectifs. Parce que si on veut se baser sur des objectifs qui ont été fixés par des experts d'autres pays, je ne sais pas qui ils sont, pour nous les Africains, et que nous, derrière, on travaille à réaliser ces objectifs, je pense qu'on est en train de perdre du temps. Parce que peut-être que les priorités du Sénégal ne sont pas les mêmes priorités que le Sri Lanka, ou bien que le Zimbabwe ou l'Afrique du Sud, surtout en matière de VIH. Parce qu'on parle beaucoup du sida, mais nous, notre chance qu'on a, et c'est ce que Nina disait, par rapport à nos valeurs, peut-être que c'est par rapport à notre culture, je sais pas. On a eu la chance d'avoir une prévalence pour le sida qui est même inférieur à celui des pays occidentaux. Donc, c'est pas une priorité comme peut-être un pays comme l'Ouganda ou l'Afrique du Sud. Donc, ce serait bien qu'on essaie de voir, nous, déjà, quels sont nos problèmes, qu'on fixe nos objectifs et qu'on essaye d'atteindre ces objectifs. Et pas qu'on attende qu'on fixe des objectifs et qu'après qu'on nous dise voilà, c'est par là qu'il faut passer pour atteindre ces objectifs, alors qu'après on se rend compte que les objectifs ne sont même pas dans notre intérêt. Parce que quand il s'agit de réduire la population, on est sous-peuplé. Donc quand on veut nous fixer des objectifs de réduction de la population ou des choses de ce... Il y a quelque chose derrière, il faut qu'on essaie de voir pour qui on est en train de bosser. Voilà, moi je pense que le débat est un petit peu donc mal posé. Biaisé. Parce que oui, c'est ça, biaisé.
Parce que si on veut toujours dire que oui, c'est comme si on voudrait quand même vivre en autarcisme, donc non, pas du tout, mais exactement, non, pas du tout. Mais toutes les questions donc tournent autour de ça. Pourquoi nous ne voulons pas donc non, mais quand on veut chercher des solutions, il faut qu'on pose d'abord les problèmes. Exactement. Mais quand le problème a été mal posé, les solutions ne vont pas suivre. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour ça qu'on est développé depuis des sous-développé depuis des années. Non, moi je ne crois pas que c'est ce qui nous a fait, donc c'est ce qui nous a installés dans cette situation-là. Le Sénégal a été donc un pays colonisé et depuis lors, depuis 1960, depuis que le Sénégal donc a acquis son indépendance jusqu'à présent, donc il y a des progrès. Peut-être que là c'est un autre débat, mais la comparaison avec la Corée du Sud. Exactement. Tout le monde fait la même comparaison, mais quand même. Je comprends parfaitement. Mais nous en tant que jeunes, nous avons des organisations nationales. Donc nous travaillons, nous sommes membres du Conseil national de la jeunesse. Donc nous travaillons avec le ministère de la jeunesse dans le cadre de la définition donc, de la politique nationale pour l'emploi des jeunes. Pour l'emploi des jeunes. Non, pas pour... Pourquoi vous voulez... Mais c'est ce qui est écrit ici. C'est le problème de mon frère, ça. Mais c'est ce qui est écrit ici. Mais ça c'est autre chose. Je vous ai dit que là, c'est une sorte de consortium d'associations qui travaille avec le système des Nations Unies. Ce sommet a pour but de mobiliser l'énergie et l'intelligence des jeunes Africains autour de l'effort mondial visant à la réalisation des OMD. Et la définition du cadre conceptuel post-2015. C'est-à-dire, vous l'avez tout à l'heure dit, on ne peut pas, au niveau national, définir une politique et essayer donc d'atteindre cette politique-là sans pour autant tenir en compte les éléments exogènes. À condition que ça ne nuise pas à nos intérêts. Exactement. Endogènes. C'est ça le problème. Mais vous voulez dire qu'on a vendu notre âme au diable? Non, c'est pas... Rapidement, je crois quand même qu'il faut revenir un peu sur... Le cerner, tu prends la parole. Oui, je crois que par rapport à cela, c'est le bon terme. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients de notre avenir. Et là, nous sommes de la même manière que nous sommes conscients que l'avenir du monde, c'est l'Afrique. C'est de cette manière, c'est de la même manière que nous avons compris aussi que l'avenir de l'Afrique, c'est sa jeunesse. Donc nous sommes conscients quand même de ce que la jeunesse représente pour le continent africain. Et que donc nous travaillons dans ce sens. Ce n'est pas parce que nous travaillons avec le système des Nations Unies dans le cadre de la réalisation des OMD. Lorsqu'on définissait les OMD là, moi j'étais au collège. Pas encore. Donc j'étais au collège, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. C'est ça. Maintenant, on se projette pour l'avenir. En 2015, ces objectifs seront évalués. Et il y aura un cadre conceptuel post-2015. Est-ce que nous devons rester les bras croisés pour laisser les autres travailler à notre place? Non, on doit donc donner notre point de vue pour que ça puisse être pris en compte dans la politique internationale. Oui, mon frère. Avant toute chose, je connais ta manière d'amadouer. Avant toute chose, je tiens véritablement à passer la paix aux étudiants qui te ressemblent, qui ont un profil objectivement très sérieux, très rigoureux. Je ne suis pas surpris de te retrouver ici. Comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est croisés lors d'une conférence sur le panafricanisme face aux enjeux justement du mondialisme à l'université Amadou Mpateba, université dans laquelle vous m'aviez invité. Et je ne suis pas surpris et en même temps je suis inquiet de te retrouver là parce que le fait que tu sois un individu brillant, ça m'aurait moins dérangé si tu étais un petit narvalus, comme on le dit dans le langage argotique de Dakar ou d'autres endroits. J'aurais été moins choqué, moins dérangé en me disant que c'est normal qu'on puisse le retrouver là pour la simple raison que ce n'est pas quelqu'un qui a un état d'esprit. Or, la nouvelle stratégie en ce 21e siècle, dans ce nouveau millénaire, on y vient, c'est justement de prendre des jeunes éléments brillants, comme c'est ton cas, aussi brillant que ton boubou là, justement, et de faire en sorte que... Et le tien aussi. Le mien est moins brillant que le sien, malheureusement, et ça va être corroboré par mes propos. Ça va être corroboré par mes propos. Pour la simple raison que, tu sais, l'échec du colonialisme passé a été qu'il a agi dans un cadre d'opposition frontale. Il faut et on est tous d'accord sur ce point, on ne peut pas le nier, en s'appuyant toujours sur des valets qui étaient dociles très rapidement, arrogants sans en avoir le contenu ou les moyens, mais qui étaient les agents de ces gens-là. Aujourd'hui, pourquoi le mondialisme est beaucoup plus puissant
que la colonisation auparavant, c'est que le mondialisme a compris que la démarche frontale ne marche pas et qu'il faut être dans une logique soi-disant d'accompagnement, dans une logique de diffusion de ce qu'on appelle un impérialisme, structurellement parlant, de la vertu. D'accord ? On en parlait là aussi, notamment lors de la dernière conférence. Et le fait qu'on te retrouve, comme l'ont dit mes très chers frères et sœurs Nina et le frère El Habib, le fait qu'on te retrouve à la tête de ce réseau, tu t'es plaint qu'on se focalise trop sur les Nations Unies, sur les OMD, en disant que ce n'est pas que l'objet de ta démarche. Et c'est vrai, il faut reconnaître, mais ça serait de la caricature que de dire que ta démarche n'est que d'être un affidé des Nations Unies, des United Nations ou United Nations, ça dépend quel est le jeu de mots qu'on peut faire quand on voit comment les Nations Unies aujourd'hui, qui sont censées être les Nations Unies qui ont une politique globale qui profite à tous les peuples, alors que certains peuples violent les droits d'autres peuples sans être dérangés par cet organisme-là. Le problème principal, mon frère, c'est que tes objectifs et tes ambitions sont sincères et bonnes. Et je tiens à te le dire, et je tiens à ce que ça soit en tout cas su par tout le monde. Parce que je ne le nie pas parce que je le sais. Mais malheureusement, tu as mis des objectifs bons, une espérance réelle dans une maison, et je le dis froidement, qui a prouvé jusqu'à aujourd'hui en 2014 qu'elle ne sert pas nos intérêts. Le panafricanisme et les Nations Unies dans la même phrase, c'est un antagonisme dangereux. Les Nations Unies nous ont montré les intérêts qu'ils avaient pour le panafricanisme lorsque Kadhafi a été exécuté. Les Nations Unies nous ont montré, lors de la crise en Côte d'Ivoire, ce que le panafricanisme, si tant est que le panafricanisme là-bas était extrêmement présent, mais là n'est pas la question, ils ont montré ce que pour eux signifiait cette doctrine-là. Et je pense qu'en ce début du XXIe siècle, le panafricanisme ne doit pas être simplement dans un cadre de développement, il doit être dans un cadre, avant toute chose, de se poser, comme ça a été dit justement tout à l'heure, les bonnes questions. Et de se poser la question de savoir qui est notre véritable opposants, mis à part nous-mêmes, parce qu'on a une très grosse responsabilité dans ce qui nous arrive. Il faut aussi le reconnaître, le premier ennemi de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Mais secondo, le deuxième ennemi de l'Afrique, qui est un ennemi puissant, c'est celui qui aujourd'hui vient avec des organismes internationaux, avec une vision globale qu'il essaye d'insérer partout. Et il aurait été beaucoup plus pertinent, tu me dis ce que tu en penses et j'en finis par là, que avant toute chose, avant de s'allier à des organismes hors, extra-africains, en dehors des intérêts de notre paradigme, vous puissiez, avec des tas d'organisations qui existent sur le continent aujourd'hui, qui sont indépendantes. Il faut le dire, il y en a plein, il y en a plusieurs centaines qui sont présentes aujourd'hui, qui ont du poids. Vous puissiez vous organiser, dresser le tableau, non pas des objectifs du millénaire posés par d'autres, mais des objectifs du millénaire posés par nous autres. Et donc la question que je te pose, qui t'a... je connais quasiment ta réponse, mais c'est pas grave, je te la pose quand même. Qui t'a mis dans ce sérail? Je ne te demande pas de balancer celui qui t'a fait te lancer dans la voie du suicide politique, mais je te pose la question, quelles sont les personnes qui t'ont encouragé? Et est-ce que tu penses véritablement que tu sers tes propres intérêts, nos propres intérêts? J'espère que tu comprends que ce n'est pas une provocation que je fais. C'est vraiment une démarche de fraternité. Et j'essaye de faire en sorte qu'on puisse déverrouiller une problématique qui va nous exploser à la tête bientôt. Vas-y, je t'écoute. Voilà, la première personne qui m'a influencé et qui m'a poussé dans... Il est coopératif, il répond. C'est ça, oui, voilà. Vas-y, continue. C'est vous. Parce que... C'est pas vrai. Tu es très fort. Je vais argumenter. D'accord, je vais laisser argumenter. Je me rappelle à l'époque, lorsqu'on s'est croisé à l'université Amadou Hampâté-Bâ, voilà, vous me disiez ceci. Mon frère, il faut se battre et il faut croire en vous. Et moi, je pense que, et je suis persuadé que ce n'est pas dans l'inertie qu'on pourra faire avancer les choses. Donc, et que, aujourd'hui, il est clair que, et j'ai cette pensée de Cheikh Anta Diop qui disait que certes on pouvait être tenté de rester sur la touche et attendre que tombe le fruit du travail des autres nations pour qu'on puisse en bénéficier, mais il s'agit de rompre avec ce parasitisme intellectuel. Et que dans ce cas, nous on ne peut pas réinventer la roue. C'est là où tu ne m'as pas dit. C'est là où tu n'écoutes plus. Non, j'arrive. Et que aujourd'hui, pourtant l'Afrique a son agenda, l'Afrique a un agenda 2063.
sur 50 ans et que la jeunesse donc s'est imprégnée, nous, dans le cadre des organisations où nous évoluons, nous nous intéressons de cet agenda-là. Je me rappelle à l'occasion dont on parle là. Non, j'en arrive. Okay. Je me rappelle à l'occasion de la Journée africaine de la jeunesse le 1er novembre, nous avons organisé un séminaire avec le Conseil national de la jeunesse pour un peu réfléchir sur cet agenda-là. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas quand même ignorer ce qui se fait ailleurs. Sinon, c'est dans ce cas qu'on va nous imposer des choses qu'on ne pourra pas refuser. Non. Il faut quand même participer au débat international pour proposer quelque chose, c'est ça. C'est pas, pas le cadre du tout de la critique qu'on est en train de te poser, parce que tu es quelqu'un de plus intelligent que ce que tu veux nous faire croire maintenant. C'est-à-dire que le message n'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'on participe aux échanges avec les autres. Exactement. N'insulte pas ni ton intelligence, mais il ne faut pas, ni la nôtre. Mais il ne faut pas aussi considérer que nous allons vendre notre âme au diable. Tu sais que le plus grand... Quand on dit que c'est nous les grands perdants quand on participe aux activités des Nations Unies, c'est pas bon. C'est pas bien. Mais parce que les éléments factuels le prouvent. Non, a déjà été conclu. Il a été conclu par d'autres personnes, ce marché-là. On ne doit pas avoir peur de cela. Senghor l'a dit. Le Conseil des Nations, ça existe. Une opinion. Il a le droit d'avoir son opinion, mais comme il se revendique de la pensée de son grand frère, le Conseil des Nations. Tu sais, il y a le concert des nations, il y a le cancer des nations. Et le cancer des nations, c'est ce qu'on voit aujourd'hui à l'heure actuelle dans l'ONU. Sans être dans une caricature. Mais nous, on sait quand même faire un débat à suivre. On est une jeunesse consciente et qui sait quand même ce qui se fait. Reviens dans la maison, mon frère. Non, je suis dans la maison. S'il te plaît. Je suis dans la maison. Reviens dans la maison. Je rappelle que vous organisez le 4e sommet panafricain. Ce sera du 13 au 17 janvier à Dakar. Cher Tidiane, si tu as juste quelque chose à ajouter par rapport à la réflexion. Pour une fois, je suis d'accord avec vous. Et là, c'est la soirée des miracles. Parce que si monsieur est d'accord avec moi, je veux dire que dans le concert des nations, comme il le disait, je pense que notre musique n'est pas bien entendue. Exactement. Il faut la faire entendre. Il faut la faire entendre. Et c'est le cas dans le système des Nations Unies, c'est le cas dans les institutions de Bretton Woods. On n'arrive pas à faire prendre en compte exactement nos préoccupations, de manière à ce que ça soit, disons, pris en charge dans les schémas de développement qu'on nous propose. Et moi, parfois, je suis très déçu de nos dirigeants. Du fait qu'ils laissent les choses se faire. Et même les intellectuels, qui ont une responsabilité historique de vouloir venir dans ces forats pour donner une autre version des faits, au lieu de laisser le soin à un petit fonctionnaire, excuse-moi, des Nations Unies ou de la Banque mondiale, parfois qui ne connaît même pas des fois, qui travaille sur des modèles assez bien idéalisés. Et sur lesquels sur le dos des pays pauvres. Ne correspond pas du tout. Mais il faut qu'on puisse se faire entendre entre nous. Il faut qu'on puisse s'entendre. C'est un préalable. C'est un préalable. Et c'est ça dont on parle. Et moi, je me demande, est-ce que l'unité entre toi et je me moi, demande même, est-ce que nos dirigeants, comme on est en train de le faire, sont en train de faire des propositions au niveau donc des Nations Unies? Est-ce qu'ils sont en train de faire ces propositions? Ils ont d'autres objectifs qu'ils ont déjà fixés depuis longtemps. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Attention, c'est là où la naïveté de... Là, tu n'es plus mon élève. Je terminerai juste par là, en disant juste que les nations qui pèsent aux Nations Unies aujourd'hui sont des nations qui se sont constituées à la base sans l'accord de ces dernières. Tout à fait. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on sera toujours en train de... On veut imposer notre musique, on va imposer notre ballard aux Nations Unies. Mais c'est une musique... tout autre, c'est de la tectonique qui est là-bas, d'accord? C'est pas le ballard qui est là-bas. Parce que c'est nous qui l'avons voulu peut-être. C'est pas vrai, franchement. Je me dis que ce sont... Quand je dis nous, j'ai dit nos dirigeants. Je comprends. Parce que nous avons des représentants. Mais on a nos responsabilités aussi, on ne parvient pas à faire entendre notre musique, c'est parce que ce sont nos dirigeants qui... Donc, de toute façon, vous allez vous nous, la jeunesse, chef d'orchestre pour essayer de faire une musique à partir. Mais comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et pour l'instant, ça fait un bout de temps que nous, on attend la fin de cette balle, elle est très loin. Donc Rojalnu OMD, c'est votre organisme. Vous organisez du 13 au 17 janvier 2014 les 4e assises. Nous avons été heureux de vous recevoir. Nous avons été très heureux, très honorés d'avoir notre ami